Alors, Orgali existe à Lyon depuis une dizaine d'années. Tu le cofondes à Marseille. Et là, je veux parler de l'affiche qu'il y a derrière, donc super-héros du domicile en formation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on a des personnes qui s'occupent de personnes vulnérables en situation de handicap, des personnes âgées, et qui n'ont pas le choix d'être tout le temps présentes auprès de ces personnes qui sont souvent seules. Parfois sur des chaleurs très importantes l'été, par exemple, où on est content, nous, d'avoir par exemple la clim dans ces périodes-là. Et donc, ce sont des super-héros, tout simplement, parce qu'elles vivent des situations qui sont parfois difficiles, avec parfois des personnes qui peuvent partir d'un jour à l'autre. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Bonjour Jérémy. Bonjour Lydia. Jérémy, je suis vraiment ravie d'être venue à ta rencontre pour l'émission Ambition. Tu nous accueilles actuellement dans tes locaux. Tout à fait. Et puis j'ai eu le plaisir de pouvoir te présenter à la petite équipe avec Oma, Emma et Marie-Jeanne qui sont présents avec moi aujourd'hui. Ben oui, j'ai été ravie de les rencontrer aussi. Alors ici, c'est Orgali, le centre de formation que tu as cofondé il y a quelques années. Alors pour démarrer, j'ai d'abord envie de te poser la question de ta propre définition de l'ambition. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? À qui tu associerais l'ambition par rapport à une célébrité, une personnalité? Écoute, pour moi, l'ambition, c'est de pouvoir faire ce dont on est convaincu, de pouvoir changer sa vie si on le souhaite. Et je vais, par exemple, penser à un film que j'ai regardé récemment avec mes enfants, qui est À la poursuite du bonheur, avec un personnage qui s'appelle Chris Gardner. C'est romancé, mais dont la personne a réellement existé et qui passe de SDF à quelqu'un de fortuné, mais en ayant toujours eu conviction de réussir et de pouvoir s'en sortir avec ses enfants. Donc ça, c'est un film qui t'a inspiré. Si on revient à ton expérience à toi, tu as vécu en Afrique, oui. Notamment au Sénégal, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Bénin. Pourquoi cette expérience à l'extérieur de la France? Qu'est-ce que tu as recherché? Qu'est-ce que tu as souhaité dans ce voyage? Aller à la rencontre des autres, de pouvoir en fait découvrir d'autres richesses, d'autres manières de vivre, d'autres manières d'échanger avec les gens, de découvrir ce qu'ils avaient comment ils vivaient en fait. Alors ça devait être un court voyage au départ, une courte expérience, puis finalement ça a été 16 ans de ma vie. 16 ans, c'est énorme. 16 ans de ma vie, ouais. Aujourd'hui, il me semble que tu as la quarantaine, donc 16 ans, c'est presque la moitié. Voilà, et donc j'ai pu voyager dans différents pays, notamment le Sénégal, qui a été qui est aujourd'hui mon deuxième pays de cœur, et puis le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, en effet, et pour revenir aujourd'hui en France. Alors justement, les expériences que tu as vécues en Afrique, comment tu te sentais là-bas? Quel job tu as occupé? Et en fait, pourquoi être revenu? Écoute, j'y suis allé dans une volonté. En fait, j'ai fait ma dernière année d'études aux États-Unis. Le voyage m'a piqué à ce moment-là. Je venais d'une petite ville où on voyageait pas forcément beaucoup. Et au final, voilà, grâce à mes études, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir aux États-Unis avec une université jumelée à celle où j'étais en France. Et quand je suis revenu en France, c'était une évidence pour moi. Il fallait que je reparte. Alors, j'avais prévu de partir au Canada. C'est différent. C'est pas le même climat. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir en Afrique, lors d'un entretien à travers un dispositif qui s'appelle le VIE, Volontaire International Entreprise, et qui m'a permis de pouvoir travailler pendant 2 ans pour une entreprise française implantée au Sénégal, qui devait donc se développer au Sénégal. Et qui était déjà présent dans plusieurs pays d'Afrique. Et ça a été donc ma première expérience professionnelle
à l'étranger. Et puis finalement, l'Afrique m'a piqué et j'y suis resté plusieurs années. Il paraît qu'elle pique pas mal de personnes, l'Afrique. C'est difficile de s'éloigner de l'Afrique et notamment du Sénégal. Voilà, c'est vraiment un pays où on s'attache aux gens, aux habitants, aux Sénégalais, et on s'attache au paysage aussi du Sénégal. Tu as conservé des liens aujourd'hui, je sais que tu es toujours en contact. Toujours, j'essaye d'y aller une fois par an si je peux, même si c'est pour une courte durée, mais c'est un pays que j'ai dans le cœur aujourd'hui. Alors le retour en France, pourquoi Marseille? Le climat peut-être? Changement de vie, pour être totalement transparent, un changement de vie. Moi, je suis pas très loin de Marseille pour le coup aussi. Je suis issu du département de la Drôme. Je suis aussi supporter de l'OM, donc finalement, ça se rattache à Marseille. Non, mais Marseille parce que en fait, c'était le bon compromis aussi pour un redémarrage. On est proche de la mer. Marseille est jumelée à la ville de Dakar, donc on a aussi une population sénégalaise aussi importante. Et puis finalement, ça a été tout simplement aussi une opportunité. Voilà, mes enfants avaient le souhait de pouvoir étudier à Marseille. Et moi, ça permettait aussi, par rapport à l'opportunité professionnelle qui m'était présentée, de pouvoir m'y installer. Et puis finalement, c'est facile puisque j'ai un aéroport qui n'est pas loin, donc je peux aussi repartir quand je le souhaite. On a la mer, on a le ski qui n'est pas très loin, on a la neige qui n'est pas très loin. Bon, en tout cas, c'est une belle région. Là, tu décris surtout ce qui est positif, mais il me semble que lorsque tu es arrivé, il fallait tout redémarrer. Oui. C'est quelque chose qui est compliqué. Est-ce que tu t'es senti à un moment donné dans vraiment le down et ça, tu peux nous le partager? Ça a été compliqué? Oui, ça a été compliqué, en effet. C'était dur? On change totalement d'environnement, de conditions de vie. Moi, ça faisait 16 ans que je travaillais en Afrique. Donc forcément, on se crée un réseau qui est important au niveau social. Mais ça m'a fait du bien aussi de redevenir anonyme, de revenir en France de manière anonyme, de tout refaire, de pouvoir à la fois essayer de créer un réseau personnel et professionnel. Mais oui, c'est pas évident. Après, on a des capacités, je pense, humaines, tous, qui nous permettent vraiment de pouvoir se relever, je pense, et c'est souvent ce que je dis aussi à mes enfants, hein, c'est j'espère un jour que vous allez tomber et que vous allez vous relever, parce que si on ne tombe pas, à un moment donné, je pense que c'est compliqué de s'en sortir aussi dans la vie. Hein. Je pense qu'il faut qu'on rencontre tous des difficultés pour que on puisse aussi mieux réussir derrière. Donc 2 ans, j'ai envie de dire peut-être de burn-out en conscience. Voilà. Je savais qu'il fallait que je puisse faire en sorte que ça fonctionne, de pouvoir permettre en fait à mes enfants de montrer aussi que le changement c'est tout à fait possible. Et oui, et sur quoi tu as pu te reposer à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été un soutien, une béquille pour toi dans ces difficultés? L'amour, ça rentre ça? L'amour de qui? Non, après voilà, non mais mais après voilà, le soutien de personnes chères, ça c'est très important, la famille. La famille bien sûr, si elle te soutient dans tes projets, c'est sûr que ça aide beaucoup plus. Mes enfants, j'ai créé, j'avais ce projet pour montrer également à mes enfants qu'on pouvait passer d'un environnement très différent à l'étranger à un projet totalement entrepreneurial. Bien même que je n'ai pas été seul dans ce projet et qu'en effet je me suis associé. On y viendra j'imagine, mais voilà, j'avais l'appui également d'amis et d'entourage qui m'ont permis de pouvoir avancer dans mon projet professionnel. Alors Orgali existe à Lyon depuis une dizaine d'années, tu le cofondes à Marseille et là je veux parler de l'affiche qu'il y a derrière, donc super-héros du domicile en formation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, on a des personnes qui s'occupent de personnes vulnérables en situation de handicap, des personnes âgées, et qui n'ont pas le choix d'être tout le temps présentes auprès de ces personnes qui sont souvent seules. Parfois sur des chaleurs très importantes l'été, par exemple, où on est content, nous, d'avoir par exemple la clim dans ces périodes-là. Et donc, ce sont des super-héros, tout simplement, parce qu'elles vivent des situations qui sont parfois difficiles.
avec parfois des personnes qui peuvent disparaître, qui peuvent partir d'un jour à l'autre. Et on est face vraiment à l'humain, là, pour le coup, dans la maladie, dans le décès, dans la difficulté. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que ce sont nos super-héros du domicile. On a cette bâche qui a été installée dès le démarrage. Quand on communique sur nos activités, on essaie toujours de la mettre en avant pour rappeler qu'on est en train de former des super-héros du domicile. J'ai envie de dire, c'est important de valoriser ces personnes puisque Orgali, donc c'est un centre de formation de service à la personne. Et aujourd'hui, ces métiers-là, je sais qu'ils sont peu attractifs. Oui. Peu attractifs parce que les rémunérations ne sont pas mirobolantes, parce que le métier est très physique, tu le disais, aussi psychologiquement, on fait face à la souffrance, au décès. Comment aujourd'hui, finalement, avec le centre de formation, tu arrives en fait à drainer des personnes qui se forment, qui accèdent à ces métiers-là, alors qu'ils sont peu ou pas attractifs et surtout en tension, puisqu'il manque aujourd'hui du personnel? Eh bien, notre premier objectif, en tout cas le premier objectif, en ayant observé avant de démarrer le centre de formation les difficultés que rencontraient nos partenaires aujourd'hui, les employeurs, c'est de pouvoir en fait intervenir sur des zones géographiques. Donc de pouvoir réduire les déplacements de nos intervenants sur toute la zone de Marseille. Et on sait que sur Marseille, parfois ça peut être compliqué de se déplacer du nord au sud. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est que quand nous formons des personnes, nous accompagnons au recrutement et nous priorisons également donc, le secteur géographique, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de monde pour pouvoir intervenir sur les quartiers sud comme sur les quartiers nord et également le centre-ville et limiter les déplacements de nos futurs super-héros du domicile. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir rendre attractif ce métier, il faut qu'on puisse le communiquer aussi donc de manière attractive. Et donc aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, utilisent beaucoup trop parfois les réseaux sociaux, mais on utilise ces outils aujourd'hui pour pouvoir, comme TikTok, comme Instagram, comme Facebook, pour pouvoir communiquer sur ce métier qui est un métier très riche lorsqu'on a une appétence pour l'humain, lorsqu'on veut aider son prochain. Alors, en effet, il faudrait que les rémunérations soient meilleures. Ça, c'est pas de mon ressort. Mais voilà, aujourd'hui, on a la possibilité de rendre attractif à travers des vidéos, des témoignages. Tu as un exemple peut-être à nous partager? Moi, j'ai un très bon exemple. Dernièrement, on a eu une formation qu'on a faite pendant 3 mois d'une personne qui était en totale reconversion, qui était dans la musique. Qui réalisait voilà, son CV, c'était de la musique, partout du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas une once d'aide à domicile sur son CV, et qui a pu témoigner suite à cette formation, parce qu'en fait, il souhaitait travailler dans ce métier-là, suite à des expériences personnelles, voilà, un accompagnement de fin de vie. Et on a pu en fait le former, et aujourd'hui, il travaille dans une agence de service à la personne, et il s'épanouit. Il travaille auprès de bénéficiaires en handicap assez lourd. Et sincèrement, il s'épanouit totalement dans son nouveau métier. Voilà. Et c'est grâce à ces dispositifs de formation dont on aura peut-être l'occasion de parler, qu'on peut aujourd'hui aller attirer des nouveaux talents. Et justement, quand on a des témoignages comme ça, je pense que ça motive encore plus, ça te motive toi et tes équipes à poursuivre. Tout à fait. Tu travailles avec des partenaires locaux. On travaille avec des partenaires locaux. Moi, j'ai l'habitude de dire quand on démarre nos formations, on démarre une nouvelle aventure. Parce que c'est une nouvelle aventure humaine. Elle rentre dans nos salles de formation, elle découvre nos salles. Parfois, elles ont l'impression ils ont l'impression de revenir à l'école, mais pas du tout, en fait. Et c'est à travers ces formations qu'on va valoriser leur métier. Et en effet, on travaille avec aujourd'hui une vingtaine de partenaires, d'employeurs, qui vont à la fois recruter et former pour pouvoir mieux fidéliser leur personnel, mieux les attirer également, et pour pouvoir répondre, comme je l'ai dit précédemment, à cette difficulté de déplacement important tout au long d'une journée. Et ces dispositifs-là, en fait, quels sont-ils ?
Alors, on a différents dispositifs. Aujourd'hui, on travaille beaucoup. Alors, on a beaucoup de dispositifs en alternance. Donc, l'alternance, c'est pour des jeunes de 18 à 29 ans, mais pas seulement. C'est aussi des personnes en situation RQTH. RQTH, la reconnaissance du travail en handicap, du travailleur handicapé, et qui vont permettre en fait de pouvoir à ce public de se former en apprentissage, en contrat d'apprentissage tout au long d'une année. Donc de travailler à la fois sur le terrain et de venir en formation un jour par semaine pour obtenir en fait leur titre d'assistante de vie aux familles, un titre professionnel, par la voie professionnelle, parce qu'en France on a la chance de pouvoir obtenir un diplôme par la voie professionnelle qui s'appelle le titre professionnel et qui est un niveau CAP BEP. Mais également aussi d'autres formations qui permettent une continuité du parcours de formation. Donc on forme également sur le métier de responsable de secteur, sur d'autres métiers également. Alors là on parle de formation infra-bac, mais on forme également sur des métiers post-bac à travers une académie qu'on a créée tout récemment avec un groupe important de la formation qui s'appelle le groupe IGENSEA et qui s'appelle l'Académie des métiers du lien. Donc on peut même aujourd'hui former jusqu'à des formations Bac plus 5 grâce à ce partenariat. Et quel type de structures viennent à vous, ou vous allez vers quel type de structures? Ce sont des associations d'aide à la personne? Alors, des associations, aujourd'hui on travaille beaucoup plus avec des entreprises privées de services à la personne. En fait, Orgali a été créé au départ par des professionnels du service à la personne. Il a été créé par mon associé David Claire, qui a lui-même des agences de service à la personne et qui avait un besoin important de pouvoir former ses intervenants, son personnel, et donc qui a créé Orgali. Voilà. Et donc il y a 10 ans, on va fêter les 10 ans l'année prochaine. Et puis ensuite, ça s'est répandu dans d'autres villes à la demande donc des partenaires employeurs qui souhaitaient former leur personnel, pareil, dans des grandes villes. J'ai vu des chiffres sur la population qui vieillit en France, d'autant plus que les femmes font moins d'enfants. Aujourd'hui, il y a un quart de la population qui a plus de 60 ans en 2024. En 2050, on prévoit un tiers de la population qui a plus de 60 ans. Est-ce que c'est sur cette base-là? Est-ce que c'est parce que tu as pris connaissance en fait de cette situation démographique où il va y avoir un besoin que tu as créé ça? Mais il me semble aussi que tu as eu un lien avec ton grand-père qui fait que tu as voulu aussi participer à l'accompagnement de ces personnes du grand âge. C'est ça. Je vois que tu sais déjà quelques points personnels de ma vie, mais en effet, j'ai accompagné mon grand-père pendant ces dernières années, et notamment la volonté de faire en sorte qu'il puisse garder l'esprit. Donc, il a raconté ses mémoires, et puis il les a exprimés, et puis il les a rédigés. Et je l'ai accompagné dans cette rédaction, parce qu'il était à la machine à écrire, donc je le faisais à travers l'ordinateur, ça allait plus vite. Et puis, c'est aussi une raison de mon expatriation. Le fait d'avoir accompagné mon grand-père, c'est d'avoir vu tout ce qu'il avait vécu alors à travers des guerres, et de me dire, qu'est-ce que j'aurais à raconter plus tard. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a fait partir. Et puis, c'était un petit peu déjà dans le coin de ma tête de pouvoir travailler avec l'humain. Alors pas forcément dans le domaine des personnes âgées ou des personnes vulnérables, mais en tout cas de travailler avec l'humain. L'opportunité s'est présentée pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je lui rends hommage aussi, je pense, d'une certaine manière. Puis aussi, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé quand j'étais en Afrique, c'est qu'on a beaucoup de chance d'être en France. On a beaucoup d'aide en France. On est accompagné, on a la possibilité d'être accompagné. En Afrique, on n'a pas forcément toujours les moyens pour pouvoir l'être. J'ai gardé contact avec la nounou de mes enfants, qui aujourd'hui est aussi en difficulté, est souvent en difficulté. Et donc parfois, il m'arrive de pouvoir contribuer, l'aider, de continuer à l'aider, parce qu'elle a fait partie de la famille. Et j'aurais bien souhaité qu'elle puisse avoir de la formation d'assistante de vie aux familles. Ça n'existe pas là-bas. La culture est différente.
Les personnes âgées sont des vraies bibliothèques. On dit que lorsqu'une personne âgée disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà, parce que c'est énormément de connaissances qui s'évaporent. Et les personnes âgées sont très respectées en Afrique de l'Ouest, en tout cas en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal où je vivais. Alors, idéalement, comment tu souhaites que Orgali travaille avec d'autres associations? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des entreprises privées de services à la personne. Je souhaiterais qu'on travaille, si c'est possible, avec plus de structures et notamment des structures associatives. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance nos formations, on a cette particularité de recevoir beaucoup de candidats tous les jours. On a une casquette de recruteurs pour accompagner nos partenaires employeurs à mieux recruter. Et comme tu l'as dit précédemment, on a cette volonté de pouvoir proposer des candidats dans leur zone géographique. Et pour cela, on a besoin de partenaires toujours plus importants. Voilà. Et on a des entreprises privées, mais on a beaucoup aussi d'associations qui sont présentes dans toute cette zone géographique. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que l'on puisse travailler tous ensemble de manière collective, parce que c'est le défi de tout le monde. De pouvoir en fait répondre à cette population vieillissante qui va en effet d'ici 2050 représenter un tiers de la population. Donc la priorité aujourd'hui c'est bien sûr d'assurer une durée de vie la plus longue possible, mais c'est aussi d'assurer la qualité de prise en charge de cette population vieillissante. Alors, ce qui est intéressant quand tu dis tout à l'heure le vivre ensemble, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même des moments qui sont compliqués, qui sont difficiles. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de partager pour terminer notre échange? Écoute, le vivre ensemble, pour moi, il est primordial de plus en plus. Et malheureusement, c'est des valeurs qui peuvent parfois disparaître, qui peuvent s'éloigner à travers l'actualité qu'on peut vivre tous, que ce soit nationale ou internationale. Et tu restes optimiste, tu as de l'espoir par Je reste rapport à ça? optimiste parce que en fait, je pense qu'on a la responsabilité en tant que parents aussi de pouvoir partager des valeurs à nos enfants. Les enfants ne sont pas dupes, ils voient ce qui se passe et je pense qu'ils auront l'intelligence aussi de changer les choses. Donc, alors bien sûr, moi je vais les inciter à voyager aussi parce que je pense que le voyage, c'est vraiment, ça permet une très large ouverture d'esprit. C'est pour moi la richesse. Voilà, si demain on veut parler de richesse, le voyage est la principale richesse pour moi qui fait de nous des personnes que l'on devient. J'ai envie de te demander, Orgali, dans 5 ans, où est-ce que tu la vois? Il y a des projets en ce moment? Oui, c'est un secteur où on a beaucoup de projets, mais notamment quand j'ai commencé en fait, j'ai fait le tour un petit peu donc, de tous les besoins qui étaient exprimés par les employeurs et des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et notamment, en fait, on a une population qui est invisible, qui n'a pas la possibilité d'aller taper à la porte des agences et qui a des difficultés pour parler en français. Donc on a beaucoup de personnes qui souhaiteraient travailler dans ce métier-là et pouvoir donner de leur temps et de leur humanisme et humanité pour pouvoir travailler des personnes âgées, des personnes vulnérables. Et donc on a pour projet en fait de pouvoir aller vers l'insertion professionnelle en pouvant à la fois associer des formations pour apprendre à mieux parler le français, à mieux l'écrire et en même temps travailler dans le métier de l'aide à domicile. Ce qui permettra en fait de pouvoir répondre, je l'espère, à des besoins importants dans ce secteur d'activité. De cette manière, vous continuez de contribuer aussi au vivre ensemble et à Exactement. plus de justice sociale quelque Toujours, part. on essaye vraiment de pouvoir apporter des valeurs importantes, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs de convivialité. Et si on essaye de mettre en place cela déjà au sein de notre organisme de formation, lorsqu'on a créé le centre, j'y reviens, mais l'objectif était de pouvoir avoir des locaux
spacieux, lumineux et dans un autre environnement où vivent très souvent les intervenants, c'est-à-dire dans des quartiers populaires, dans des quartiers parfois assez pauvres, et de pouvoir en fait les faire sortir de cet environnement-là et leur permettre de pouvoir aussi partager des anecdotes de leur métier une fois ou deux fois par semaine et leur permettre bien sûr à la fin de leur formation d'aboutir à un diplôme. Et pour terminer, l'actualité, elle est compliquée, elle est difficile. À travers ce que vous proposez avec Orgali, peut-être que tu veux nous partager, toi, ton point de vue. Est-ce que tu es optimiste ? Je suis obligé de l'être, parce que j'ai des enfants. Donc si je ne le suis pas, forcément, ça risque d'être compliqué pour mes enfants aussi. Mais oui, je pense que malgré les difficultés, on arrivera à trouver des solutions. Mais on ne le fera pas seul. Voilà. On a besoin de vivre tous ensemble, de pouvoir continuer à véhiculer des valeurs, à combattre les extrêmes. C'est important. Et enfin, de pouvoir, je pense, accepter la différence et ne pas favoriser la division. Merci à toi pour ce message. Et à bientôt. Merci à toi. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.